Nous allons parler d'éruptions, de vent, d'orages solaires. D'où vient la lumière? Nous allons nous demander d'où vient la lumière aujourd'hui. Alors on ne peut pas s'approcher plus près du sujet de ce festival sur les épaules des géants avec cette question en allant à la source de la lumière, en allant regarder notre Soleil. Notre Soleil, c'est un monstre. Hein. Il fait 1 400 000 km de diamètre. C'est 110 fois la Terre, 1 million de fois son volume. C'est une énorme boule de gaz brûlant. Sa surface fait 5000 degrés. Le Soleil, c'est une étoile comme les autres, parmi des milliards dans l'univers, mais c'est la nôtre. Et l'avantage, c'est qu'on peut la regarder de près, on peut la scruter, on peut l'étudier sous toutes les coutures. On la connaît bien, mais ça n'empêche pas de garder jalousement certains de ses mystères. Et pour parler de tout ça aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Susanna Parenti, astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique spatiale au CNRS Université Paris-Saclay, en charge des opérations du spectrographe SPICE à bord de la sonde Solar Orbiter, dont on parlera tout à l'heure, de l'Agence spatiale européenne, et Alan Sacha-Brun, astrophysicien, directeur de recherche à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, au CEA à Saclay. Susanna Parenti, vous êtes spécialiste de l'atmosphère solaire. Alan Sacha-Brun, vous travaillez entre autres sur l'impact du cycle de 11 ans, on y reviendra, et sur toutes les manifestations magnétiques du Soleil. Alors on va lancer je pense que si vous appuyez sur la petite touche, voilà, vous allez pouvoir lancer et commander des images puisque Susanna Parenti et Alan Sacha-Brun ont prévu énormément d'images aujourd'hui. Pour une bonne raison, c'est qu'on a énormément de matériel iconographique, de films qui vous montrent le Soleil d'une nouvelle manière grâce au télescope aujourd'hui. Je vais commencer par vous poser une question toute simple, Susanna Parenti. C'est quoi un Soleil? C'est quoi une étoile? Comment le Soleil génère-t-il cette lumière dans laquelle nous sommes baignés? Merci et bonjour à tous. Alors, les soleils. Le Soleil est une étoile. Donc, on le voit ici, c'est notre Soleil, c'est ce qu'on voit tous les jours. Mais en fait, est une étoile comme tous les autres. On est dans une galaxie qu'on voit ici, c'est la Voie lactée. Mais disons, on a la chance d'être proche en étoile. Et donc, là, je vous montre. Alors, si ça joue les films. Bon, ça, c'est en fait un détail. Ça ne joue pas les films. Avant, dès que ça a commencé, ça jouait le film. Ah, ça ne joue pas. Ça et toi. Donc, en fait, on a la chance d'être proche et donc de pouvoir voir les détails de cette étoile. Et ça veut dire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de processus physiques qui se passent sous l'étoile. Donc, on cherche de les étudier et de comprendre comment marche l'étoile. Alors, la lumière, donc, ça c'est produit au centre du Soleil. C'est la source d'énergie d'une étoile, comme dans toutes les autres étoiles. Et produit à l'intérieur, dans les corps du Soleil, et s'échappe et arrive jusqu'à nous, prend des milliers d'années, des milliards d'années pour arriver jusqu'à nous, pour être capable de sortir, arriver à la surface du Soleil. Mais une fois qu'il est à la surface du Soleil, il met à peu près 8 minutes pour arriver à nos yeux. Donc on a une particule de lumière qui met 8 minutes depuis le centre du Soleil. La lumière qui arrive sur la surface du Soleil. J'imaginais la trajectoire de cette petite particule qui commence au début, au milieu, au cœur du Soleil, et qui remonte jusqu'à la surface. En fait, il met des milliards d'années pour arriver à la surface. 1 million, d'accord. Et après, une fois qu'elle arrive à s'échapper de la surface, elle met 8 minutes pour arriver à nous. D'accord. Alors que l'étoile la plus proche, c'est Proxima Centauri, c'est 4 ans d'années, donc c'est énormément plus, je veux dire. Et donc on ne voit pas du tout ces détails-là, par exemple. On ne peut absolument pas voir tous ces détails. Voilà. Donc, ok. Alan Sacha-Brun, notre étoile, le Soleil, est une étoile comme les autres, comme n'importe laquelle étoile, ou est-ce qu'il y a plusieurs types d'étoiles? Est-ce qu'elle est spéciale? Oui, alors bonjour à tous. Donc pour revenir sur ce que disait Susanna, le Soleil brille parce qu'il est chaud. Donc vous le voyez bien quand vous mettez par exemple
dans une cheminée, une barre métallique, vous voyez que quand elle chauffe, elle commence à rougeoyer. Donc on voit bien qu'à la chaleur est associé un rayonnement. Et en fait, le soleil, lui, il est chaud, et la raison pour laquelle il brille, c'est parce qu'il est chaud. Mais en fait, la raison pour laquelle il brille longtemps, parce que le soleil a à peu près 4,5 milliards d'années, c'est parce qu'en fait, il a en son sein des réactions de fusion nucléaire, c'est-à-dire qu'il prend il est composé d'hydrogène principalement, et en fusionnant cet hydrogène, par le principe que tout le monde connaît ici d'Einstein, E égale mc2, cette fameuse formule, on convertit de l'énergie, de la masse en énergie. Cette énergie, comme l'a dit Susanna, se propage à l'intérieur du Soleil, mais comme le Soleil est très dense, très opaque, les photons, ils ont beaucoup de mal à sortir, ils mettent de l'ordre de 1 million d'années pour sortir, et une fois qu'ils arrivent à la surface, il rayonne. Alors le Soleil, pour répondre à la question qu'on me posait, dans une galaxie comme la Voie lactée que vous voyez ici au niveau du film, donc là c'est la bande de gaz et tous les points que vous voyez ici, c'est des étoiles. Il y en a à peu près 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Et dans ces 100 milliards d'étoiles, il y a à peu près 4 milliards d'étoiles qui sont de la masse ou proches de la masse du Soleil. Il faut savoir que le Soleil, c'est une étoile qui est finalement assez peu massive. C'est plutôt dans la catégorie de ce qu'on appelle les étoiles de faible masse, parce qu'il y a des étoiles beaucoup plus massives qui peuvent faire jusqu'à 150 fois la masse du Soleil. Et elles, c'est celles qui se transforment en supernova, qui enrichissent l'univers. Le Soleil, lui, c'est important que vous le sachiez, il ne fera pas de supernova, il ne deviendra pas un trou noir, parce qu'en fait, le Soleil, c'est une petite étoile par rapport aux autres. Elle nous est chère parce que c'est la nôtre, parce qu'on vit autour d'elle et qu'elle donne de la chaleur et de l'énergie à notre planète, ce qui fait que la vie a pu s'y développer. Donc, pour répondre à la question, le Soleil, finalement, c'est une étoile qui vit en périphérie de notre galaxie, elle n'est même pas au centre. Hein. Si vous étiez en région parisienne, vous vivriez dans la deuxième couronne, hein, même pas dans la première. Mais c'est quand même là où nous, on y attache beaucoup d'importance. Et donc on peut l'observer de très près. Donc vous êtes tous les deux impliqués dans des programmes d'observation du Soleil. Vous suivez, on en a parlé ensemble avant cette conférence, vous suivez pratiquement chaque jour le Soleil avec des longueurs d'onde différentes. On va préciser ce que ça veut dire, avec des télescopes différents qui vous donnent chaque jour l'évolution du Soleil sous différents angles. Donc là on voit toute cette image. Susanna Parenti, est-ce que vous pouvez nous expliquer? C'est toujours le Soleil là, on est d'accord, hein? C'est toujours le Soleil. Alors, première chose, les couleurs que vous voyez ici, c'est des faux couleurs. Elles sont utilisées pour nous, pour rapidement identifier ce qu'on voit. D'accord. Donc là, vous voyez des images justement prises à différentes longueurs d'onde qui vous montrent les différents aspects du Soleil. C'est comme si, je ne sais pas, on fait la photo à quelqu'un de vous, on met des filtres, des lunettes qui, par exemple, font passer seulement la couleur vert ou seulement la couleur rouge. Donc, une fois, vous voyez seulement un t-shirt, l'autre fois, vous voyez les pieds. Et alors, nous, on met ensemble toute cette information pour avoir un peu l'ensemble. Alors, dans ces cas ici, chaque couleur, à peu près, pour avoir une idée, correspond à une couche différente, c'est-à-dire à une température. Une couleur, on peut à peu près l'associer à une température du gaz qui émet la lumière qu'on prend en photo ici. D'accord? Donc là, sous la gauche, en haut à gauche, on part dans ce qu'on appelle la surface, la partie plus froide, parce qu'au centre du Soleil, dans les corps du Soleil, on est à peu près à 15 millions de degrés. On sort du Soleil, on sort du cœur, la température, la pression commence à diminuer jusqu'à ce qu'on appelle la surface du Soleil, qui est à peu près à 6000 degrés, et ça correspond à peu près à les premières deux images, à peu près. Ça c'est la surface, les deux premières images, oui, et c'est entre en guillemets fait, la surface. Oui, et c'est la lumière, c'est-à-dire c'est le soleil que vous pouvez voir en photo, pas directement. J'aimais regarder le soleil directement parce que ça fait mal, mais c'est la lumière visible. C'est l'émission de la lumière visible, c'est un soleil plus ou moins uniforme, sauf avec des taches solaires qu'on peut revenir avant. Après,
on a besoin d'y aller, on commence à voir les couches, ce qu'on appelle les couches de l'atmosphère, et on passe à l'acromosphère. Pardon. Oui, peut-être qu'on parlera des différentes étapes après. Donc, mais en tout cas, toutes ces images nous montrent pour chacune une information différente. Oui, et vous voyez déjà, on y reviendra, comment l'aspect change, l'aspect de l'atmosphère solaire qu'on voit à chaque image change. Il devient plus complexe, plus diversifié. Il change d'un soleil uniforme à un soleil avec des parties plus lumineuses, plus brillantes, d'autres des régions sombres. Et ce qui est intéressant de comprendre et de vérifier, c'est que vous voyez ici, on représente une carte du magnétisme de surface du Soleil, on y reviendra, et vous remarquez que ce complexe ici, qui est assez gros, on le retrouve dans d'autres images, et donc on voit qu'il y a une certaine correspondance entre ce qu'on voit à la surface et ce qu'on peut voir plus haut dans l'atmosphère de l'étoile. Donc on comprend que ce qui va se passer à la surface, à l'intérieur du Soleil, va pouvoir impacter son atmosphère et ce qui va rayonner et l'intensité de ce rayonnement. Donc il y a un vrai lien entre, on va dire, lumière et dynamique du Soleil, quoi. Et donc, qu'est-ce que vous tirez comme information de toutes ces images? Peut-être qu'on peut les repasser là. Donc, je crois que dans la slide suivante, vous avez prévu de nous montrer, par exemple, photosphère, cette surface du Soleil. Oui. Qu'est-ce que c'est la photosphère? Qu'est-ce que c'est? Vous preniez des précautions, Suzanne Apparenti, vous disiez une surface en mettant des guillemets. Oui. C'est en fait, disons que nous, quand on regarde le Soleil avec des instruments, des télescopes, tout ça, on arrive, en changeant la longueur d'onde, à voir les différentes couches, disons comme ça, jusqu'à ce niveau-là, ce qu'on appelle la surface. Après, les soleils deviennent opaques parce qu'il y a la densité tellement grande que nous n'arrivons plus à voir l'intérieur. Dans tout ce qu'on connaît, on pense connaître de l'intérieur. Donc toutes les images qu'on a vues, toutes les couleurs qu'on a vues, ce sont des images qui ne vont pas plus profond que ça. Exactement. Et qui montrent après, derrière, les couches de gaz qui sont au-dessus, les mouvements des gaz, les différences de température à la surface, etc. Oui. Mais est-ce que ça vous permet après, derrière, je crois que c'est tout un travail, c'est d'essayer de comprendre, puisqu'on essaye de comprendre, et je crois qu'on a une bonne connaissance aujourd'hui, vous allez le développer du fonctionnement du Soleil. J'imagine que vous réussissez, grâce à des théories, grâce à des modèles, à comprendre aussi l'intérieur du Soleil à partir de ces images. Oui, alors ce qui n'est pas montré ici, c'est qu'à la surface du Soleil, on le verra dans les images d'après, mais il y a des mouvements de turbulence et qui génèrent des ondes sonores. En fait, le Soleil, comme il est gros, vous pouvez l'imaginer comme un super baryton. Vous voyez, il vibre en fait sur lui-même, un peu acoustiquement, hein, vraiment comme sonore. C'est comme un gros tambour, le Soleil, et il a une vibration de 5 minutes. Cette vibration de 5 minutes sur lui-même, cette espèce de tremblement très très infime, imprime la lumière du Soleil et par des analyses mathématiques, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais ceux qui en ont entendu parler, une analyse de Fourier par exemple, on est capable de faire sortir du signal de la lumière qu'émet le Soleil ces légères vibrations qui sont les ondes acoustiques qui se parcourent le Soleil. Et donc, du coup, ces ondes acoustiques, qui vont, donc ces ondes sonores, si vous voulez, elles se propagent à l'intérieur du Soleil et elles nous informent sur l'intérieur du Soleil. C'est un peu comme sur Terre, nos collègues sismologues, quand il y a des tremblements de terre, si vous mettez un détecteur à un endroit et que vous détectez le tremblement de terre à 1000 km ou à 100 km de là où il y a eu le tremblement de terre, vous avez les rayons des ondes qui se sont propagés pour arriver à votre détecteur. Et en fonction du parcours de ces ondes à l'intérieur de la croûte de la Terre, on est capable de savoir de quoi est fait l'intérieur de la Terre parce que les ondes se déplacent plus ou moins vite. Ben, c'est pareil, je ne sais pas si vous le savez, mais le son se déplace en une seconde de 340 mètres par seconde dans l'air, mais dans l'eau, il se déplace de 1500 mètres par seconde. Donc en fait, la vitesse du son est plus rapide dans la mer qu'elle est dans l'air. Okay, donc on voit bien que quand vous changez
la composition ou la densité ou la température de quoi est fait le matériel dans lequel se déplacent les ondes sonores, on va pouvoir avoir une idée de leur parcours et de quoi ils sont faits. Donc grâce à ça, on a pu, parce qu'on appelle les ondes des vibrations solaires, comprendre l'intérieur du Soleil. Mais on ne le voit pas en direct, le Soleil. D'accord ? Et donc ici, ce qu'on vous montre, c'est en fait la surface qui est la dernière zone qu'on peut voir avant que ça soit trop opaque. Et on vous montre dans cette figure-là, justement, et je vais laisser Susanna la commenter, justement comment les images qu'on vous a montrées tout à l'heure se comportent en fonction de l'altitude par rapport à cette surface blanche qu'on vient de vous montrer. Susanna, donc ce sont différentes images et différentes altitudes, différentes hauteurs par rapport au Soleil. En fait, Sacha vous montre là, vous avez en bas la distance depuis, je pense, la surface ce qu'on appelle la photosphère à la surface du Soleil. Et on sort à l'extérieur, on va dans l'atmosphère solaire. Donc vous avez cette courbe qui montre, comme la température sont des grandes questions, ce qu'on cherche à répondre, c'est la température de l'atmosphère solaire augmente à partir de la photosphère quand on sort. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. Exactement, c'est contre-intuitif parce que la source d'énergie, c'est l'étoile, c'est l'intérieur de l'étoile. Et donc, quand on s'éloigne, on s'attend que la température diminue. En fait, c'est ce qu'il fait jusqu'à la photosphère. Mais après, ça se passe quelque chose, on est là, on cherche de comprendre. Ça se passe quelque chose du fait, les résultats, est que la température augmente à nouveau jusqu'à en moyenne à 1-3 millions de degrés, ça dépend. Donc attendez, on a 6000 degrés en surface. Exactement, vous et voyez, 1 million de degrés en haut dans l'atmosphère. là, vous voyez, là, en train de montrer, ça monte et après se stabilise. Et après, évidemment, comme on s'éloigne beaucoup du Soleil, ça redescend. Donc, et toute cette image à différentes longueurs d'onde, en fait, elle nous permet de faire des cartes, disons, de l'atmosphère en fonction de la température, de voir comment elle change le Soleil avec la température du gaz. Donc on a justement au niveau de la photosphère n'est plus là, mais la couche d'après, on l'appelle la chromosphère, que vous voyez tout en bas, et après il y a une région très raide, c'est-à-dire que la température du gaz augmente très très rapidement un très peu d'espace, d'auteur, qu'on appelle la région des transitions, jusqu'à la couronne, qui est toute la région là, qu'on va à haut. Et donc, toute cette partie-là, de la chromosphère jusqu'à la couronne, essentiellement, surtout la couronne, est très chaude. Donc, les gaz émettent dans l'ultraviolet et dans les X. Donc, et pour ça, en fait, l'atmosphère de la Terre bloque essentiellement presque toutes les émissions d'ultraviolet, comme vous savez. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise des satellites qui sortent de l'atmosphère de la Terre pour pouvoir faire les observations que nous utilisons pour donc vous utilisez donc des satellites pour voir le Soleil entier et comprendre les différentes couches, la dynamique globale, mais vous utilisez, et ça donne des images incroyables, aussi les satellites pour aller très très loin en précision et observer les tailles à la surface du Soleil. Donc là, si on regarde ces images-là qui sont somptueuses, qu'est-ce qu'on voit, Alain Sacha-Brun ? Donc là, c'est je disais tout à l'heure, on a de la turbulence à la surface du Soleil. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on est sur Terre et qu'on n'a pas d'instruments ou de satellites dans l'espace, on a l'impression que le Soleil est immuable, parfait, que c'est une sphère jaune, parfaite. Et en fait, pas du tout. Il est boursouflé. Et vous voyez toutes ces boursouflures, toutes ces irrégularités à la surface, et elles font une taille à peu près de la France. Vous voyez, chacun de ces hexagones, alors l'écran n'est pas très grand, désolé pour ceux qui sont à l'arrière, on pensait qu'on avait un grand écran, mais vous voyez, on a des sortes de formes un peu hexagonales comme ça, et chaque forme hexagonale, c'est à peu près la taille de la France, 1000 km. D'accord ? Donc vous voyez qu'on est pavé de ça, et ici on vous donne un exemple, la taille de la Terre,
par rapport à ces granules, vous voyez qu'une dizaine, quinzaine de granules suffisent à couvrir le diamètre de la Terre. Donc c'est vraiment, il y a des structures un peu comme quand vous mettez une casserole d'eau et que vous la faites frémir, pas bouillir, mais frémir. Vous voyez un peu des tremblements à la surface de la casserole, et c'est ça qui se passe. Donc ce frémissement, il est très important parce qu'il est à l'origine des ondes acoustiques, donc je parlais tout à l'heure de la vibration de 5 minutes du soleil, parce que ces mouvements de convection, quand ils sortent, je vais être obligé de prendre mes mains, quand ils sortent, ils poussent comme ça, vous voyez, donc ça monte, c'est chaud, donc ça monte, ça va à la surface, et ça part sur le côté. Et donc, en poussant sur le côté, en émergeant, comme ça, ces cellules de convection et ce frémissement, en poussant, ces ondes de pression créent ces ondes sonores qui se propagent dans tout le Soleil et qui nous permettent de comprendre l'intérieur du Soleil. Donc, s'il n'y avait qu'un seul message à retenir de cette conférence avec Susanna, c'est de dire, et avec Mathilde, c'est de dire, en fait, la lumière, le soleil nous en envoie et elle est très utile au développement de la vie sur Terre, mais elle est aussi très utile pour nous, astrophysiciens, pour comprendre le fonctionnement de l'étoile elle-même. Et y compris de façon assez incroyable, de façon indirecte, en ayant l'empreinte des vibrations sonores qui est à l'intérieur du Soleil. Alors, je tiens à dire, on ne peut pas entendre le Soleil dans l'espace, le son ne se propage pas. La lumière se propage, mais pas le son. Mais par contre, piégé à l'intérieur du Soleil, il y a ces ondes acoustiques. Et comme on arrive à les interpréter à travers les modifications de la lumière qu'elles font, mais très petites, c'est des toutes petites modifications, mais qu'on arrive à détecter, parce que le Soleil est très proche, et on arrive à faire cette analyse précise. Donc pour vous donner une idée, si vous êtes un peu mélomane et que vous jouez au piano, le milieu du piano, c'est le La 440 Hz. Le Soleil, lui, il vibre à 3 milliHz. Donc en fait, un octave sur le piano, quand on passe d'un octave à l'autre, c'est un doublement de la fréquence. Donc on passe de 220 Hz à 440 Hz, 440 Hz à 880 Hz. Donc chaque octave, c'est un doublement de la fréquence. Et là, quand on passe de 3 milliHz pour arriver au La du milieu du piano, il faut faire 17 octaves. D'accord ? Il faut descendre de 17 octaves, il faut aller vraiment dans les graves. Et ça nous permet de comprendre l'intérieur du Soleil. Et surtout, comme vous le voyez, parfois, viennent perturber à la surface de cette version un peu boursouflée du Soleil avec ce frémissement de turbulence, des grosses structures qui ont une forme un peu irisée. Je dis souvent l'œil de Sauron, pour les gens qui aiment bien le film de Tolkien, des Seigneurs des Anneaux, quoi. Une espèce de sorte d'irisation et de centre. Et ça, c'est des structures magnétiques qui vont avoir beaucoup d'importance pour comprendre les humeurs et les fureurs du Soleil. Et justement, donc on voit des détails incroyables, on comprend beaucoup de choses du Soleil, mais on se pose encore des grandes questions. Susanna Parenti, vous disiez tout à l'heure, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la surface est à 6000 degrés alors que l'atmosphère solaire, les gaz au-dessus, arrivent à 1 million de degrés. Quelles sont les questions aujourd'hui ? Quels sont les mystères ? Quelles sont les questions astrophysiques qu'on se pose sur le Soleil ? Donc il y a celle-ci, celle de la couronne. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ah oui, il y en a plein d'autres. Dans le sens que, alors, si on veut regarder les grandes questions, donc c'est ce problème de chauffage, mais en fait, il y a aussi les vents solaires. En fait, l'étoile, le Soleil, dans la surface du Soleil, s'échappe un vent de particules, d'accord, qu'on appelle vent solaire. Qui était dans la théorie au début autour des années 40 du XXe siècle, mais était mesuré, on est arrivé à les mesurer dans les années 50-60 avec les premiers satellites. En fait, là, on voit à l'écran. Alors, ça, ce que vous voyez ici, il faut expliquer. En fait, c'est pris par un satellite. On a un télescope sur un satellite. Donc, les soleils, vous ne voyez pas les soleils. Ils regardent sur les côtés. Donc, les soleils, là où il y a l'image. Et clairement, on voit en flou des particules qui s'éloignent du soleil. Alors, c'est... Et vous voyez aussi comment il est dynamique. C'est plus ou moins homogène. Alors, disons, à grande échelle, on a deux types de vents solaires.
On a ce qu'on appelle les vents solaires lents, entre guillemets, parce que c'est autour de 400 km par seconde, la vitesse de ces particules qui s'éloignent du Soleil. Donc c'est Paris-Lyon en 1 seconde à la place de 2 heures en TGV, pour vous donner une idée. D'accord. Jusqu'à 700 km par seconde, on appelle les vents rapides. Alors, l'origine... On a comme 2 fronts de vent qui nous oui, arrivent alors du en fait, soleil. ça c'est général. Après, évidemment, c'est beaucoup modulé. Ça dépend aussi du cycle solaire, qui encore on n'a pas introduit. Ça dépend du cycle solaire, mais disons que le vent lent est un peu plus homogène, les vents rapides est beaucoup plus modulé. Et l'origine, il vient et la source de ce vent est différente. Est-ce qu'on a une image Je crois pas. Je ne crois pas qu'on ait ça. On a, mais tu peux mettre celle le plus petit. Peut-être celle-là. Mais en fait, bon, ça c'est une animation. Mais oui, donc la question on cherche de comprendre par où sortent ces vents, pourquoi il y en a 2 types et pourquoi ils ont ces propriétés. Alors, il faut dire que c'est un deuxième... en fait, l'effet qu'il y a un vent solaire, en fait, il est accéléré, il y a des particules qui sortent de la surface, et par quelques mécanismes qu'on est en train d'essayer de comprendre, ils sont accélérés jusqu'à ces vitesses-là. Donc, ils ne sortent pas du Soleil avec ces vitesses. Donc, ils sont accélérés un petit peu plus en haut dans l'atmosphère. D'accord. Et donc, si on transfère encore une fois, comme le chauffage, c'est un transfert d'énergie dans ces cas-là, dans la surface, dans l'intérieur du Soleil, vers l'extérieur, d'accord, qui se transforme en accélération de ces particules. Et ce qu'on cherche à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a deux fronts. On cherche à comprendre pourquoi il y a plusieurs versions du vent. Par où sort, dans quelle partie, quelle région du Soleil, parce qu'il y a des régions qui sont plus calmes, entre guillemets, dont ils n'évoluent pas beaucoup dans les temps, qui sont plus froids, moins denses. Et, alors, il y a des régions, en fait, on n'a pas montré, les régions là où il y avait la tache solaire qui a montré ça avant, c'est ce qu'on appelle des régions natives, où elles sont beaucoup plus dynamiques. Voilà, sont beaucoup plus dynamiques. Donc là, vous avez, je vous montre, donc en détail, je ne sais pas pourquoi le film, si tu peux voir si le film marche, s'il te plaît. Ça, vous avez un détail d'une région native prise par l'instrument actuellement qui... C'est mes enfants. Qui atteint la résolution spatiale la plus élevée. Donc, on est au niveau des 200 km sous la surface, dans la couronne. Donc, ce sont les télescopes qui arrivent à zoomer à ce niveau de détail, c'est ça, et qui vous permettent... Oui, c'est la sonde solaire orbitale de l'ESA qui a été lancée en 2020, qui approche, pour la première fois, on s'approche au Soleil et il peut faire des images du Soleil aussi proches. On arrive jusqu'à un tiers de la distance entre nous et le Soleil. Et donc, on arrive à zoomer sur la surface du Soleil. Et donc, il nous donne ces types d'images. Donc, ces images-là, ces films, c'est fait avec une cadence de 5 secondes, une image tous les 5 secondes. On a l'impression de voir un fluide qui circule à la surface. On voit la complexité de la couronne solaire. Ça, dans ces cas, si on zoome sur une région native, la complexité et la dynamique. En fait, on n'a pas beaucoup parlé du champ magnétique, mais donc les soleils sont étoiles avec un champ magnétique qui sort à la surface, dans ces cas-là, dans une région native. Donc, c'est l'exemple, vous voyez, Là, on voit les lignes de champ magnétique de manière très concrète. En fait, comme imaginez, vous savez, la lumière, les néons, les tubes à néon qu'on avait... il y avait du gaz dedans, et donc on arrive à allumer les gaz. Vous voyez ce qu'on appelle les boucles, c'est des tubes, des champs magnétiques, et il y a du gaz qui est enfermé dedans,
qui est chauffé et donc émet de la lumière et nous permet, c'est cette émission de cette lumière qui est enfermée dans la structure magnétique qui me permet de voir comment est fait les champs magnétiques à la surface. Oui, peut-être qu'on peut juste préciser pour les personnes ici, c'est que en fait, le Soleil, il est chaud, il a un gaz, et ce gaz, en fait, est conducteur. Et donc, il y a des courants électriques qui parcourent le Soleil. Et ces courants électriques, ils créent un champ magnétique à grande échelle, et ce champ magnétique, il varie avec un cycle de 11 ans. Et en ce moment, on est au maximum du cycle actuel, qu'on appelle le cycle 25. Alors, je crois qu'on a eu un exemple récemment du cycle, puisqu'on a tous observé, en tout cas en photo. Oui. Et donc c'est ça qu'on voulait peut-être vous dire et que vous avez vu dans le film un peu précédemment, c'est qu'avec le vent solaire, cette matière continue qui s'échappe du Soleil, dans laquelle la Terre est baignée, il emporte aussi du champ magnétique du Soleil. Et donc le Soleil, c'est un gros électroaimant pour lequel, en permanence, sur un cycle de 11 ans, il y a des tâches comme celles qu'on vient de voir qui apparaissent, et du coup, elles perturbent en permanence la vie sur Terre. Et c'est peut-être que le film tout à l'heure qu'on avait avec le champ magnétique, le vent, là, si tu peux continuer un petit peu. Je crois que c'est après, il me semble. Vas-y, continue. Non, il me semble pas. Il me semble que c'était après. Je crois qu'on voyait le. Il me semble pas. Voilà. Donc là, vous voyez, la Terre, elle est baignée. Ce qui est important à comprendre, c'est que la Terre, elle baigne dans l'atmosphère de son étoile, du Soleil. Et donc, comme vous l'avez vu, que la surface du Soleil peut être modulée par la présence de champs magnétiques qui viennent se former à la surface, du coup, ça perturbe le vent solaire. Et ce vent de particules vient. Et vous voyez, la Terre, on voit que les particules sont déviées. Parce qu'en fait, la Terre, elle a elle aussi un champ magnétique. Et ce champ magnétique nous protège de toutes ces particules qui viennent du Soleil. Mais parfois, certaines sont piégées à l'arrière de la Terre, dans les lignes de champ magnétique de la Terre à l'arrière. Et du coup, quand le Soleil envoie des tempêtes, et on y reviendra, ça peut perturber le fonctionnement et ça fait des aurores boréales. On y reviendra, ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. Et comme tu disais, Mathilde, le 10 mai, il y a eu un très grand événement. Vous avez peut-être vu les aurores boréales du 10 mai. Et c'était parce qu'en fait, le Soleil avait envoyé une éruption 2 jours avant qui est venue impacter la Terre. On va y revenir. Est-ce qu'on comprend ce cycle solaire ? Est-ce qu'on comprend pourquoi ? Est-ce que tous les 11 ans, le Soleil entre dans cette activité maximale ? On comprend dans le sens qu'on fait des travaux théoriques et mon équipe fait partie de ces personnes qui les font. On comprend l'origine de pourquoi le champ magnétique du Soleil est sous une forme cyclique. Là, ce qui est plus difficile à comprendre, c'est pourquoi 11 ans. D'où vient ce 11 ans ? Pourquoi c'est ? Parce que finalement, le Soleil, comme on l'a dit, il a 4,5 milliards d'années. Donc on aurait pu avoir un cycle de 100 000 ans. Pourquoi 11 ans ? Et donc là, on a des règles qui expliquent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait qu'il y a des écoulements au sein du Soleil qui sont plus courts que sa durée de vie. Donc typiquement, la turbulence qu'on avait à la surface, elle est aux alentours de 5 minutes. Il y a des structures à plus grande échelle qui sont de l'ordre de quelques années. Et quand on regarde et qu'on fait des modèles de l'intérieur du Soleil, à ce moment-là, et qu'on les contraint avec les ondes acoustiques dont je vous ai parlé un peu plus tôt, on arrive à comprendre pourquoi le Soleil, avec la taille qu'il a, et on ne vous l'a pas dit, mais c'est peut-être important de le préciser, le Soleil tourne sur lui-même en 28 jours. Donc ça, les gens ne le savent pas, mais le Soleil tourne sur lui-même. En plus que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil. Et donc du coup, la raison pour laquelle le cycle est de 11 ans, c'est parce que le Soleil tourne en 28 jours et qu'il y a des raisons pour ça. S'il tournait plus vite, il aurait un cycle plus court, vraisemblablement. S'il tournait moins vite, il perdrait peut-être son cycle. Et donc, est-ce que vous pouvez nous décrire, Susanna, tout ce qui se passe en maximum solaire ? Qu'est-ce que, par rapport à un minimum ? Donc, Alors, peut-être je reviens en arrière. Donc là... Il y a un film là, mais parfois il joue, parfois il joue pas. Si, mais je me mets derrière, pas de problème. Oui, parfois, je sais pas, parfois il se déclenche, mais parfois il se déclenche pas. En fait, déjà, ce que vous voyez là, c'est un soleil dans une période active. Je ne crois pas qu'on a une image du soleil pas actif. Donc, si tu reviens à l'arrière avec les soleils entiers, s'il te plaît.
Voilà. Ouais, en fait, donc, quand on dit au maximum de l'activité, justement, parce que il y a beaucoup de, ce qu'on voit, on a beaucoup de tâches, de ces tâches qui parlaient de magnétiques, tâches solaires qui sortent à la surface du Soleil, et donc on a le Soleil qui est très brillante, donc ces zones sont très brillantes, très actives, très dynamiques. Avec beaucoup de, en fait, ce qu'on appelle des phénomènes, c'est les champs magnétiques qui bougent, donc ils bougent, c'est en combinaison en fait du gaz et du champ magnétique qu'ils bougent, et il y a des réorganisations tous les temps de ce champ magnétique, qui fait si qu'il peut avoir par exemple des explosions, ce qu'on appelle explosions, des flares, des éruptions, et donc est très dynamique. Donc des éruptions en fait, donc des éjections de matière. Oui, on dira, on te parlera plus en détail. On peut y aller maintenant parce que le temps passe. J'ai peur qu'après. Alors je vais vous montrer parce que on a mis un film exprès pour montrer ça. Donc on a un maximum solaire. Donc ça, je vais vous montrer. C'était les. Donc ouais. Voyez, regardez les éruptions. Voilà. Donc là, on ne voit pas le soleil dans la lumière visible, là, on est d'accord? C'est pas ce qu'on verrait avec nos yeux? Non, mais là, c'est des différences, en fait. On fait la différence entre chaque image, et ça vous permet de voir les perturbations de la surface. Et vous voyez que certaines... Donc c'est ce qui change, en fait. Voilà, là, on voit les changements, et vous voyez que les éruptions à la surface du soleil, en fait, elles peuvent avoir, non seulement, elles envoient des nuages magnétiques dans l'espace, mais en plus, elles perturbent le soleil, et certaines de ces éruptions peuvent en déclencher des autres. Et donc ces éruptions, on revient, oui, on va remonter. Je vais remonter à notre film. L'autre film. Voilà, celui-là, tu voulais voir? Oui, celui-là, par exemple, donc un peu plus long. Donc vous voyez un petit embriancement au niveau de où il y avait la flèche. Sur donc ça, c'était en 2022. Ça, ça, c'est un autre instrument, ce qu'on appelle un coronographe, qui voit justement la couronne étendue, qui on voit partir. Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit on utilise plusieurs instruments, on a besoin d'utiliser plusieurs instruments pour pouvoir mapper dans les temps, dans l'espace, l'évolution du Soleil et de la couronne. Et donc on voit qu'il y a un petit embriancement qu'on voit à la surface, en fait, a comme résultat une perturbation qui se propage dans toute la couronne et aussi dans les milieux interplanétaires. Et en fait, c'est des éruptions très, très énergétiques avec une quantité de masse énorme qui est éjetée dans les milieux interplanétaires. Vous voyez ça. Donc ce sont des masses de gaz et de particules c'est un ensemble, en fait, c'est une partie de l'atmosphère qui vient éjeter. Donc il y a tout, il y a du champ magnétique, il y a du gaz, et il y a des particules particulièrement très énergétiques, justement, qui sont celles qui en cherchent de se protéger. Voilà, c'était la question que j'allais vous poser. Du coup, ces particules-là vont dans tous les sens. Et qu'est-ce qui se passe si... Attends, je montre aussi l'autre film pendant que vous parlez. Qu'est-ce qui se passe si, Sacha, qu'est-ce qui se passe si une telle éruption arrive, est éjectée du bon côté de la Terre et arrive vers nous? Ça a un impact, on a parlé des aurores boréales. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se décrit et quels sont les impacts sur Terre? Est-ce que tu veux le film, celui-là, par exemple? Oui, donc en fait, comme on l'a dit, la Terre, c'est une sorte de vaisseau spatial dans lequel on vit, et qui est en orbite autour du Soleil. Et ce Soleil, comme vous l'avez compris, il a une activité qui est modulée par un cycle de 11 ans. Et quand on rentre dans les maximums d'activité de ce cycle, quand le Soleil est très magnétique, recouvert de taches, recouvert de régions actives qui peuvent être déstabilisées, comme vient de l'expliquer Susanna, elles peuvent envoyer des nuages magnétiques dans l'espace. Alors, ces nuages magnétiques, ils peuvent avoir le bon goût. Donc, si admettons que je sois le Soleil et que j'envoie un nuage magnétique dans cette direction, ben là, a priori, même si c'est un peu la trajectoire n'est pas directement radiale, elle va pas venir vous impacter. Mais si le Soleil, à un moment, il a une tâche active, une tâche magnétique très forte qui se tourne vers la Terre comme là et qu'il l'envoie en direction, vous allez
avoir un impact. Donc par exemple, pour vous donner une idée, en 2012, il y a eu plusieurs éruptions qui sont parties, mais heureusement pour nous, elles étaient à l'opposé de la Terre par rapport vis-à-vis de la Terre. Et donc du coup, elles sont parties dans l'espace et elles ont impacté personne. Mais si le même phénomène avait eu lieu et avait été dirigé vers la Terre, ça aurait pu avoir des problèmes de, par exemple, détruire des satellites. Enfin, pas les détruire en les faisant disparaître, mais en perturbant l'électronique à l'intérieur ou les panneaux solaires et les rendre inopérants. Donc ça, je crois qu'on a... Il y a déjà eu des pannes. Oui, je crois qu'on a une image un peu plus loin, je crois, on avait mis des conséquences de la météorologie de l'espace, on y reviendra, mais avant, je crois on avait mis la... voilà, alors, on viendra sur les aurores boréales après, mais voilà, ici vous voyez, vous avez tous entendu parler de Starlink, de Elon Musk, et là vous voyez, quand il y a eu vers le 10 mai cette éruption qui est arrivée, vous voyez le nombre de défauts de satellites. Et vous voyez qu'à l'arrivée du nuage magnétique, SpaceX venait d'envoyer 50 satellites pour Starlink. Alors, ils étaient en orbite de transfert pour aller se mettre dans leur orbite. Ils étaient donc, et puis en plus, ils ont fait une décision technologique de ne pas les protéger, de ne pas les blinder, comme on dit. Et donc du coup, quand ils se sont pris la gerbe de particules, ils en ont perdu 58 des satellites. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de contrôle des satellites. L'électronique de bord avait été abîmée et du coup ils ont perdu les satellites. Alors bon, ils en envoient des centaines par an et ils nous polluent le ciel avec toutes les traces, mais disons que ça rend un service quand même, Starlink, on l'a bien vu, hein. Mais du coup vous voyez que ça peut avoir des conséquences technologiques, et comme on vit dans une société technologique, il est important d'être capable, et c'est pour ça que nous, physiciens solaires, on se met avec nos collègues géophysiciens qui s'intéressent à la Terre, c'est pour comprendre les relations Soleil-Terre, d'où l'émergence de ce qu'on appelle la météorologie de l'espace. C'est-à-dire être capable d'anticiper les fureurs solaires pour pouvoir éventuellement prévenir les opérateurs de satellites en leur disant « protégez vos satellites parce que là, il y a un nuage qui arrive et qui peut avoir un impact ». Alors sur l'homme lui-même, au niveau de la Terre, comme on a un bouclier magnétique sur la Terre, il n'y a pas de souci, mais pour les astronautes qui sont dans l'espace, ça peut être un problème. Et là, j'assistais à une réunion des experts de la météorologie de l'espace il y a quelques jours via Internet, c'est international, et il y a un bureau à la NASA qui s'appelle la météorologie de l'espace pour les voyages Terre-Mars. Et donc, comme ils veulent aller sur Mars, ben forcément, vu que ça va prendre 6 mois pour les astronautes pour arriver sur Mars au minimum, s'ils sont en maximum solaire et qu'ils se font bombarder de particules, déjà qu'il y a le vent permanent, c'est pas facile, mais imaginez, il y a une grande tempête, ils sont dans leur petit vaisseau en train d'aller vers Mars et se prennent des gerbes de particules, c'est pas très bon pour leur santé, hein, d'accord ? Et puis, il y a d'autres impacts, on pourra y revenir. On peut juste développer, après je voudrais laisser le temps à la salle de poser des questions, on peut juste développer, Sacha, cette question de la météo solaire. Est-ce qu'on parvient, donc on a vu qu'on observe quand même avec une grande précision le soleil, mais qu'il reste des mystères, on ne comprend pas tout le fonctionnement du soleil. Est-ce qu'on peut vraiment prévoir qu'après-demain, ou est-ce qu'on peut espérer prévoir qu'après-demain il y aura une éruption qui sera de telle intensité et qu'il faudra éteindre les satellites pour prévoir l'arrivée de ces particules ? Est-ce qu'on peut prévoir ? Certains de mes collègues diront non, d'autres diront oui. C'est un sujet qui est extrêmement débattu, mais disons que par les enregistrements historiques qu'on a, on peut faire un peu de la statistique. Hein, comme on fait avec la météo terrestre, en voilà. fait. On a des relevés. On voit qu'à la surface du Soleil, les structures magnétiques qui émergent peuvent être plus ou moins complexes. Et on sait que plus elles sont compliquées, plus elles ont des structures très alambiquées, plus elles auront tendance à être éruptives. Donc on peut, en voyant une tâche arriver, dire bon ben cette tâche elle est complexe ou elle n'est pas complexe, elle va plus ou moins être capable d'érupter. Mais il y a d'autres phénomènes que simplement la complexité qui déclenchent les éruptions. Du coup, certains collègues disent c'est quasiment impossible de prévoir. On pense qu'on peut quand même anticiper en partie. Le problème, c'est que comme l'a dit Susanna tout à l'heure, il y a plusieurs composantes à l'éruption solaire. Et par exemple, il y a les particules très énergétiques dont elle parlait. Celles-là, elles vont quasiment à la vitesse de la lumière. Donc elles mettent 15 minutes à venir. Oui, donc celle-là, de s'en prémunir en 15 minutes, c'est très difficile de faire des alertes. Mais par contre, le nuage magnétique qu'on a vu tout à l'heure partir quand on avait le film avec l'espèce de gros nuage qui partait, il met de l'ordre de 2 jours à venir.
Et lui, par contre, une fois qu'il est parti, on a quand même 48 heures pour le temps qu'il arrive. Donc là, on a le temps de faire quelque chose. Donc j'ai envie de dire, si c'est en dessous, si c'est de l'ordre de la vitesse de la lumière pour venir, 8 minutes pour les photons très énergétiques, 15 minutes pour les particules associées, c'est assez difficile. Donc là, pour faire ça, l'Agence spatiale européenne, et on est tous, Susanna, son mari et d'autres collègues, on est impliqués dans une mission de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Vigil, qu'on va mettre par rapport à la Terre à 90 degrés pour pouvoir voir le Soleil 7 jours avant nous. Et grâce à ça, grâce à Vigil, en voyant le Soleil 7 jours avant nous, on va peut-être pouvoir voir les structures magnétiques arriver. On n'a jamais fait ça jusque-là, d'avoir cette avance. On l'a par certains satellites, mais on ne l'a pas en continu. On l'a pas en continu. Donc l'idée, c'est de développer ce qu'on appelle la notion de protection planétaire. Donc on est tous là, des météorologues de l'espace et les physiciens solaires, en train de développer toute la science de la protection planétaire pour pouvoir être capable de prévenir les opérateurs de satellites, les opérateurs de communication et même nos collègues de l'armée. On a des collègues de l'armée dans un comité national dans lequel on participe, où on a nos collègues militaires qui nous disent, par exemple en Afghanistan, dans telle période, on a eu une éruption solaire en 2003, on a perdu nos agents spéciaux parce qu'on n'arrivait plus à communiquer avec eux. Parce qu'il y a certaines ondes radio qui ne peuvent plus passer à cause des perturbations du soleil. Donc on sait qu'il y a aussi des aspects opérationnels de communication qui peuvent avoir des impacts, et c'est ça qui consiste. Alors je crois qu'on avait une sorte d'image un peu récapitulative là, mais elle est tout petite, donc vous verrez pas bien. C'est que en fait les éruptions solaires, elles peuvent avoir un impact dans l'espace, un impact dans l'atmosphère et un impact dans le sol, c'est-à-dire y compris dans les réseaux électriques. Au Québec, en 1989, ils ont perdu Hydro-Québec, la société un peu l'équivalent d'EDF, si vous voulez, là-bas, a perdu plusieurs réseaux et ils ont été dans un blackout d'énergie pendant plusieurs heures à cause des éruptions solaires. Alors, ils sont au Canada, ils sont un peu plus sensibles à ces problèmes-là que nous. Mais oui, donc... Et je crois qu'il y a eu des travaux qui ont été faits derrière par les électriciens pour essayer de protéger, pour blinder les lignes. Exactement. Pour que ça ne se reproduise pas dans un monde toujours plus dépendant quand même à toutes ces technologies. Parce qu'effectivement, ici, je crois qu'on avait le film des aurores boréales, il me semble, à un moment. Donc, je vais le mettre... S'il marche, oui, voilà. Donc, on a un nuage magnétique qui part, voilà. Ça, c'est en animation, évidemment, c'est pas... C'est pas de l'imagerie, c'est pas de la vraie image. Ouais, mais c'est fidèle. En plus oui, il est plutôt vieux, mais en fait, dans l'idée... Donc, vous voyez le nuage partir, là. Voilà. Nuage partir vers la Terre. On voit le champ magnétique de la Terre qui est déformé à l'arrivée de cette nuage. Il y a, comme disait Sacha, des particules qui, quand même, elles arrivent à pénétrer dans le champ magnétique. Et à créer les aurores boréales. Les aurores boréales. Et du coup, après, ce que je voulais vous montrer, c'est que je crois qu'on a pour que vous compreniez les couleurs, puisqu'on parle quand même de lumière et des couleurs. Vous voyez, les aurores boréales, en fonction de leur couleur, elles ne sont pas à la même altitude au niveau de l'atmosphère. Et là, on voit un avion, donc elles sont quand même très hautes dans vraiment la partie haute de l'atmosphère. Donc quand vous les voyez, comme certaines peuvent être les vertes qu'on voit le plus souvent, mais aussi quand on a eu l'événement du 10 mai, c'était beaucoup de violettes, on voyait assez naturellement, elles sont à plus de 150 km, de 300 km d'altitude, donc du coup, même si elles sont assez proches du cercle polaire sur Terre, ou qu'elles descendent assez bas, ce qu'on appelle l'ovale auroral, il peut descendre assez bas en latitude jusqu'à l'Angleterre à peu près par exemple, et bien à ce moment-là, nous-mêmes en France, on arrive à les voir parce que comme elles sont à 200 ou 300 km d'altitude, on arrive quand même à les voir. C'est pour ça qu'à Toulon, dans le sud de la France, même en Espagne, ils en ont vu cette fois-ci au 10 mai parce que le nuage magnétique était très intense et il a été ce qu'on appelle géo-effectif, c'est-à-dire qu'il a impacté la Terre fortement. Mais je vous remercie beaucoup on va s'arrêter là et on va permettre à la salle de poser des questions. Mais avant ça, on peut peut-être applaudir Alan Sacha-Brun et Susanna Parenti. Merci. Donc je vous propose de poser vos questions tout de suite. Il y a des micros qui vont venir vers vous pour vous permettre de prendre la parole. On a une question ici.
Bonjour et merci pour votre intervention. J'avais lu quelque part qu'à chaque cycle solaire, le Soleil inversait son champ magnétique, que les pôles du coup changeaient de champ. Comment c'est possible qu'ils puissent inverser comme ça son champ magnétique? Oui, alors il faut bien comprendre que c'est pas le Soleil qui se retourne, hein, d'accord? Donc comme on l'a dit tout à l'heure, parce que ça demanderait une énergie phénoménale, hein, ça serait avec un énorme impact éventuellement, mais généralement ça se passe pas. Les étoiles, il faut bien que vous le sachiez, les étoiles très rarement rentrent en collision les unes avec les autres. Hein. C'est plutôt les galaxies qui se rentrent les unes dans les autres. C'est assez intéressant, on pourrait y revenir. Le cycle solaire, c'est vient d'un phénomène physique que vous avez pour les personnes les plus âgées de cette salle dont je fais partie, c'est le principe de la dynamo. Quand vous avez un vélo et que vous mettez une dynamo sur la roue à l'avant, qu'est-ce que c'est une dynamo? C'est une tige métallique avec une petite roue qui vient se coller sur la roue du vélo à l'avant et qui est entourée c'est un aimant en fait au niveau de la tige et c'est entouré de bobinages. Et le fait que vous avez un champ magnétique qui varie au cours du temps, vous induisez un courant électrique à l'intérieur du bobinage de l'intérieur de la dynamo. Et ce courant électrique alimente la lumière de votre ampoule. D'accord ? Et ça vient de quoi, cette énergie qui fait tourner la petite roue? Ça vient de vous qui poussez sur les jambes. Donc en fait, le principe de base qui est à l'origine du magnétisme du Soleil, c'est une transformation d'énergie mécanique, de mouvement, en énergie électrique. D'accord ? Donc ce phénomène-là se passe en permanence au sein du Soleil. Sauf qu'il y a deux types de dynamos. Il y a les dynamos, ou deux types de courants, et ça vous en avez peut-être entendu parler. Il y a les courants continus et les courants alternatifs. Par exemple, nos prises, c'est des courants alternatifs à 50 Hz. Donc ça veut dire qu'ils modulent comme ça, ils ont une forme un peu de vague. D'accord ? Ben, le Soleil, en fait, toutes les étoiles ne font pas ça. Mais le Soleil, comme on me posait la question plus tôt, il est dans un régime de paramètres, et ça on l'a démontré avec mes collègues, qui font que sa dynamo, son processus de transformation d'énergie de mouvement en énergie électrique, se fait sous la forme d'un champ électrique et un courant électrique alternatif. Donc du coup, comme ce champ est modulé dans le temps, en fait, il faut que tu imagines qu'à l'intérieur du Soleil, il y a des grands courants électriques qui parcourent le Soleil, et tous les 11 ans, ils changent de signe, les courants électriques, d'accord ? Plutôt que d'aller dans un sens, hop, ils vont dans l'autre. Et du coup, par l'induction des champs magnétiques par le courant électrique, ben, quand tu changes le sens du courant électrique, tu inverses le sens du champ magnétique. Donc effectivement, si nous étions des habitants du Soleil, imaginons qu'on ait des super combinaisons super résistantes à la chaleur. Bien sûr, ce n'est pas possible en effet, mais imaginons si on avait une boussole, en fait, tous les 11 ans, notre boussole, elle indiquerait la direction opposée. Tu vois ? Mais pour donner un exemple plus terre-à-terre, entre guillemets, par exemple Neptune, une des planètes de notre système solaire, son champ magnétique n'est pas aligné avec son axe de rotation comme sur Terre. Sur Terre, l'angle entre l'axe du champ magnétique et de la rotation de la Terre est très faible. C'est pour ça que quand on utilise la boussole, on n'est pas très loin du nord géographique, parce que la boussole est attirée par le sud magnétique qui se trouve là-haut. Mais en pratique, sur Neptune, ils sont en perpendiculaire. Donc là, dans le cas de Neptune, ta boussole t'indiquerait l'équateur, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Merci. Une autre question ? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez dit que le champ magnétique de la Terre il est affecté temporairement par une éruption solaire. Est-ce qu'il y a des risques pour une éruption très puissante d'affecter plus durablement le champ magnétique de la Terre et sûrement la convection du fer dans le cœur de la Terre? Je ne sais pas. Non, les perturbations. Enfin, ce qui va se passer, si vous voulez, c'est comme on l'avait vu dans une petite animation, vous allez modifier la structure du champ magnétique à l'extérieur, ça va se reconfigurer, mais la source de ce magnétisme, c'est, comme vous l'avez dit, dans la graine liquide de fer au sein de la Terre, et elle continue, elle est trop profonde pour être perturbée par un champ magnétique. Mais par contre, on a fait des calculs avec des collègues où on s'est intéressé à calculer comment l'intensité du vent solaire et des éruptions variait au cours du temps
en prenant en compte la variation du champ magnétique que nos collègues paléomagnétologues avaient découvert. Et on s'est rendu compte que certaines périodes des 4,5 milliards d'années que vient de passer la Terre, c'est un papier qu'on a publié l'année dernière, pouvaient amener à ce que la tempête, voire même le vent du Soleil, quand le Soleil était plus actif et plus jeune, était plus puissant, perturbe et compresse tellement le champ magnétique de la Terre qu'en fait, le vent solaire tombe directement sur la surface de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, donc ça pourrait l'ouvrir suffisamment pour que même le champ magnétique interne soit tellement perturbé qu'il ne soit plus aussi bouclier protecteur qu'il l'est habituellement. Mais il faut vraiment des phénomènes très très intenses. De toute façon, après, tout se réconfigure comme d'habitude. C'est seulement temporaire, cette modification. Sauf si c'est le vent solaire, lui, il est continu. Sauf si c'est un vent solaire très fort, parce que le soleil est très jeune, et là, tu aurais une pression du vent tellement intense que tu pourrais comprimer la magnétosphère au point d'ouvrir quasiment. Mais c'est vraiment dans des cas très rares, très originaux, très initiaux de la formation du système. Mais qu'on observe sur les autres étoiles et qui interrogent la viabilité des planètes. Exactement. Donc ça, c'est un des sujets qu'on développe, c'est ce qu'on appelle l'exométéorologie de l'espace. C'est-à-dire maintenant qu'on a plus de 5000 exoplanètes découvertes dans le système, dans les étoiles proches de chez nous, on commence à avoir des configurations où il y a des planètes qui sont tellement proches de leur étoile qu'elles peuvent même avoir des connexions directes entre la planète et l'étoile, qu'on appelle les ailes d'Alven, où il y a carrément une communication directe magnétique entre l'étoile et sa planète. Et on a dans le système solaire un système un peu équivalent, c'est le système Jupiter et le satellite Io. Il y a une espèce de connexion comme ça, magnétique, directe entre la planète géante et son satellite. C'est juste que dans le cas d'une étoile et d'une planète, c'est à une échelle encore beaucoup plus grande et énergétique. Donc oui, dans les systèmes exoplanétaires qu'on a découverts, on a des situations de ce qu'on appelle des planètes close-in, des planètes proches d'un système compact, où il peut y avoir alors des phénomènes extrêmes de météorologie de l'espace. Eh bien, merci beaucoup, Susanna Parenti, Alan Sacha-Brun. Ah, il y a une dernière question. Oui, bon, si je peux me permettre. Vous avez parlé du cycle de 11 ans, mais il y a aussi des oscillations basse fréquence, et je pense à la période du petit âge glaciaire, où il y avait absence de taches solaires. Est-ce qu'on sait expliquer ces oscillations basse fréquence ? Alors oui, on peut, parce que le système, la dynamo du Soleil, c'est pas simplement, comme je l'ai décrit tout à l'heure, simplement avec un vélo, un aimant, un bobinage. C'est, comme vous l'avez vu, c'est très turbulent, ça fait apparaître des structures magnétiques à différents endroits, c'est très dépendant du temps. Et en fait, ce système est ce qu'on appelle non linéaire. Et donc, dans l'organisation de cette dynamo solaire, de ce transfert d'énergie mécanique en énergie magnétique, il y a plusieurs fréquences à l'intérieur. Et parmi ces fréquences, il y a des modulations basse fréquence, comme vous le dites, qu'on appelle les grands minimums ou des minimums locaux, où en fait, il y a une modulation de l'activité du cycle par différentes enveloppes qui viennent se rajouter, une aux alentours de 100 ans, qu'on appelle le cycle de Gleisberg. Donc là, on vient juste de sortir du cycle de Gleisberg du XXe siècle. C'est pour ça que le cycle 24 précédent, dans les années 2009 à 2019, était assez faible par rapport au cycle par exemple des années 60, le cycle 19, qui était beaucoup plus intense. Donc il y a une sorte de modulation de 100 ans du cycle de 11 ans. Donc vous imaginez, vous avez un cycle de 11 ans comme ça, et vous avez en plus par-dessus une enveloppe, ce qui fait que certains cycles de 11 ans sont petits et d'autres sont grands. Et par rapport à tout ça, il y a en plus une modulation de l'ordre de 250 ans, 300 ans, qu'on appelle les grands minimums, qui viennent en plus perturber ça. Et donc parfois, effectivement, les taches solaires ne sont pas assez intenses magnétiquement pour venir imprimer leur existence à la surface. Elles sont là, mais elles n'émergent pas. Et donc du coup, ça réduit tout autant l'activité magnétique de surface du Soleil. Et c'est ce qui s'est passé pendant le minimum que vous disiez, c'est que ça y a un peu une influence aussi entre activité magnétique et intensité lumineuse, mais on va pas. Et là, je vous montrais juste un film d'une aurore boréale dynamique. Pour finir, et puis après, si vous voulez lancer le film, c'est ça ? Il y a une autre... Oui, nous, on n'est pas pressés, on peut prendre d'autres questions, sauf s'il y a d'autres personnes qui viennent juste derrière, quoi. Il n'y a pas de souci.
Oui, mais il va falloir effectivement libérer la salle, je pense. Mais on peut prendre une dernière question. Ouais, très rapidement, je vais poser une question très rapide pour rebondir sur les questions qu'a posées le monsieur il y a un instant. Avec les changements climatiques que connaît la Terre actuellement, à quel degré, à quelle vitesse, en fait, ces éruptions vont impacter encore plus la Terre dans les années à venir? Alors, la relation entre l'activité solaire et les climats est un argument d'étude. Mais disons qu'effectivement, il n'y en a pas. C'est-à-dire, il y a localement, pour des périodes courtes, on sait que justement, cette éruption, il y a des courants qui se développent, donc ils peuvent affecter localement, pour une période courte, les climats localement, mais rien à voir avec les changements climatiques qui sont en cours. Les changements climatiques, c'est nous. Parce que ça a été un argument des climato-sceptiques, notamment de dire qu'il y avait un impact. Il n'y en a pas. Ce n'est pas le soleil, c'est nous. Non, mais c'est-à-dire que sur les 1,2, entre 1 et 1,2 degrés qu'il y a eu d'augmentation de la température moyenne sur Terre, au maximum, quand vous prenez le soleil plus les volcans, parce que les volcans aussi peuvent avoir un effet, vous avez 10% de ce changement qui est dû. 90%, c'est l'activité anthropique de l'homme et notre phase industrielle. Et donc du coup, oui, effectivement, il y a une toute petite modulation qui est liée au fait que la Terre vit autour du Soleil, mais c'est avant tout notre changement de fonctionnement et avoir une activité plus sobre de l'utilisation de l'énergie qui fera en sorte qu'on limitera les problèmes de réchauffement et de dérèglement climatique. Je vous remercie beaucoup à tous les deux.